Eh bien, je suis Bruno Desmontagnes, ou Bruno Catala, et j'ai la chance exceptionnelle de pouvoir créer des jeux et d'en avoir fait mon temps plein. C'est important pour moi de le préciser, auteur de jeux, c'est pas un métier. Je fais pas des jeux pour gagner ma vie, il s'avère que je gagne ma vie en faisant des jeux, mais de toute façon, même si ça n'avait pas été le cas, j'aurais quand même fait des jeux. Parce que c'est moi, parce que chacun de mes jeux, c'est un peu de moi et c'est important pour moi. Chronologiquement, on peut penser au Chevalier à table ronde, je pense, Mister Jack, Cyclades, Seven Wonders Duel, King Domino, Five Tribes, ouais, Ouais, Five Tribes, pas c'est pas mal. mal, ouais, ouais. Ouais, puis une ou deux bricoles. Donc ça fait, oui, 160 publications à peu près. Ce qui ne veut pas dire grand-chose, parce que de toute façon, c'est pas un concours à celui qui en fait le plus. Donc il vaut mieux faire un seul jeu qui se vend à 4 milliards d'exemplaires, même pas sur un plan financier, mais parce qu'en fait, ta satisfaction en tant qu'auteur, c'est quand ton jeu il est joué. Très récemment, il y a eu l'extension Trek 12 plus 1, donc l'extension de Trek 12 qui est sortie l'année dernière, et qui me fait très plaisir parce que c'est en train de bien prendre, et puis dans la période qu'on vit, on sait que sur le marché de la nouveauté, c'est compliqué. Alors que les jeux qui se vendaient déjà bien se vendent encore plus, mais le marché de la nouveauté c'est particulièrement compliqué. Donc Trek 12 est sorti son épingle du jeu avec une extension qui sort et puis encore des développements à venir. Bah, ça me fait grand plaisir. Et puis j'ai aussi Vélonimo qui a vécu aussi une expérience très particulière puisque 500 exemplaires en 2020 juste pour voir si, parce qu'un petit jeu de cartes, tout ça, on ne sait pas trop. Il y a tellement de sorties que c'est difficile de les faire exister. Et en fait, ça a répondu très fort parce que les 500 exemplaires, ils sont partis en 15 jours. Et là, en fait, on est un mois après la sortie réelle. Et en fait, on a dépassé les 5000 exemplaires. Je crois que chez vous, d'ailleurs, le jeu, il est dans le top 10 des ventes, etc. Donc là aussi, ça me fait plaisir parce que je travaille avec un petit éditeur dont c'est le premier jeu sur le marché. Donc il y a un vrai plaisir à partager ce parcours, quoi. Donc ça, c'est chouette. Et puis ben, j'ai des choses qui arrivent et voilà, qui sont plutôt cool. J'ai Oh My Brain qui va arriver chez Lumberjack, donc dans la gamme Coffee Break, un jeu avec Théo Rivière. Et puis j'ai aussi un jeu qui me tient particulièrement à cœur, qui est Sobek 2 joueurs, qui va arriver pour cet été chez Catch-Up. Et là, je me suis associé cette fois-ci avec Sébastien Pochon, qui lui-même était l'éditeur du premier Sobek. Et c'est la même chose, mais pas pareil. Vraiment pas pareil. C'est vraiment adapté à 2 joueurs et c'est méchamment taquin, en fait. Et ça me. Voilà, j'y crois beaucoup, en fait, et je mettrai mon énergie pour tenter de communiquer au mieux sur le sujet. Sobek, c'est un jeu qui a eu son succès quand il est sorti, qui a eu un vrai succès. C'était une période où moi, en tant qu'auteur, c'était difficile de vivre uniquement de ça, donc je faisais d'autres choses à côté. Évidemment, mais c'était une période où réellement, sans vouloir faire pleurer dans les chaumières, chaque mois, je ne savais pas si je payais mon loyer. Et alors que le jeu marchait, avait une certaine aura et se vendait encore à quelques milliers d'exemplaires par an, en fait, le distributeur a décidé de l'arrêter. Et moi, ça m'a enlevé l'équivalent d'un mois de salaire sur une année, à une période où c'était compliqué. Donc je peux te dire que j'ai vraiment eu les boules, en fait. Et en même temps, en comprenant la décision, parce que pour un gros distributeur qui travaille des grosses locomotives, etc., ben en fait, les ventes de ce jeu-là, pour eux, étaient insignifiantes, alors que pour moi, elles étaient importantes. Donc c'est l'inconvénient. L'avantage de travailler avec un gros, c'est que tu as un gros réseau. L'inconvénient, c'est que du coup, chez un petit éditeur, le jeu, il serait resté. Donc le jeu, il a disparu finalement trop tôt pour moi, et donc j'avais cette frustration. Complémentairement, même encore maintenant, 10 ans plus tard, je reçois régulièrement des mails de gens qui me disent où est-ce qu'on peut le trouver. Donc ce qui veut dire que le jeu, il a laissé une trace. Donc moi, ça m'a frustré tellement qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, si 10 ans plus tard, le jeu, il n'est pas oublié, ça vaut le coup de refaire. Mais par contre, je voulais pas le refaire strictement à l'identique parce que, en fait, depuis, le jeu, il a été adapté online. On peut y jouer, entre autres, sur BGA, mais aussi sur une plateforme allemande qui s'appelle Yucata. Et j'ai fait beaucoup de parties. Et du coup, en jouant online, j'ai découvert moi-même une façon de jouer que je ne soupçonnais pas, en respectant les règles, et qui rend le jeu à deux inintéressant. Et donc du coup, je me suis toujours dit que si un jour je le retravaillais, c'était pour corriger ça, parce que pour moi, ça veut dire que le jeu, il perd de son essence. Alors, rien n'est illégal dans cette façon de jouer, mais par contre, pour moi, elle fait perdre la saveur du jeu. En tout cas, elle ne donne pas l'expérience de jeu qui, pour moi, m'est chère et que je voulais mettre en avant. Donc du coup, je voulais corriger ça. Donc à un moment donné, j'ai proposé à Sébastien en disant, écoute, Sébastien, si ça t'intéresse,
Est-ce que ça te dirait qu'on bosse ensemble, qu'on rebosse ensemble sur Sobek, mais avec ce cahier des charges qu'il faut qu'on trouve un moyen de faire qu'à 2 joueurs, ça soit cool, et vraiment cool, dans tous les cas. Et on a bossé, et il y a une idée qui est venue, qui est celle, là c'est difficile d'expliquer ça de visuel, mais il y a un plateau, etc. Et la façon de sélectionner les tuiles sur le plateau est parfaite pour 2 joueurs. Ça devient tactique, ça devient taquin, ça devient vraiment un jeu de stratégie, en enlevant une grande partie de la chance, etc. Mais ça ne se joue pas à 3 ou à 4. Et donc, du coup, on retrouve toute la mécanique de Sobek dans le fait qu'on va prendre, là, c'est plus des tuiles, c'est des cartes, donc, pour faire des séries qui rapportent des points de la même façon, avec aussi la corruption, etc. Mais la façon de sélectionner les tuiles sur le plateau est spécifique, et elle ne fonctionne qu'à 2. Et on s'est interrogé, on s'est dit, mais on fait quoi? C'est pas ce qu'on voulait faire au départ, on voulait faire un 2 à 4 joueurs. Mais oui, mais c'est tellement bien. Eh bien, on va faire Sobek 2 joueurs. Et c'est comme, en fait, c'est venu par accident, finalement, avec une idée de mécanique qui est arrivée et qui, finalement, ne marche qu'à 2. Et j'en suis vraiment très content. Et Catch-Up a fait un travail éditorial que moi, je trouve personnellement remarquable. Donc, je croise les doigts parce que ça me ferait plaisir vraiment que ce jeu devienne un succès par rapport à la frustration que j'ai eue qu'il soit arrêté trop tôt. On est des marchands égyptiens le long du Nil, on va collecter des marchandises. Donc ces marchandises, il y en a 6 types différents, 6 variétés différentes. Sur chaque tuile, soit il y a des scarabées en or, soit il n'y en a pas. Toutes les séries n'ont pas la même probabilité de sortie. Il y en a qui sont plus rares que d'autres. Évidemment, c'est celles qui peuvent potentiellement rapporter plus de points. Et en fait, on va collecter les tuiles une par une, mais pour les poser, il faut avoir des séries d'au moins 3 identiques, enfin 3 de même nature. Et les points qu'on va marquer, c'est le nombre de tuiles fois le nombre de scarabées. Donc avoir beaucoup de tuiles, c'est bien, mais s'il n'y a pas de scarabées, ça ne te rapporte rien, donc ça va être de la prise de risque, etc. Et pour la prise de risque et tout ça, on va être incité à prendre des tuiles auxquelles on ne devrait pas nécessairement accéder. Et dans ce cas-là, il va falloir se corrompre. Et la corruption peut coûter cher à la fin. Alors là, elle est gérée légèrement différente que dans le Sobek de base, justement parce que c'est un 2 joueurs, etc. Elle est plus subtile. Et là aussi, c'est pas pour me déplaire dans la tension que ça va donner dans le jeu, quoi. Et puis, il y a quelques personnages un peu spéciaux qui vont nous donner un peu de fun et de peps dans la partie, et voilà, qu'on peut utiliser de différentes façons. C'est un jeu à contraintes successives, puisque la tuile que je prends va limiter les choix de mon adversaire sur son tour d'après, et celle qu'il va prendre va limiter mes choix, etc. Donc il y a une façon un peu perverse d'essayer d'amener l'autre où tu veux et où il ne veut pas aller, etc. Et ça, c'est particulièrement adapté à un 2 joueurs. Oh My Brain, donc là, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, c'est un jeu de cartes, c'est un jeu de défausse, pur jeu de défausse, avec, dans une atmosphère un peu barge, puisqu'on est parti dans la forêt se faire un feu de camp pour se faire griller des marshmallows, mais le problème, c'est qu'en fait, il y a des zombies animaux dans la forêt qui, eux, ont décidé aussi de faire griller des trucs sur le feu de camp, mais c'est plutôt des morceaux de nos cerveaux. Donc, en fait, on va tenter de se débarrasser de ces animaux qui nous assaillent. Donc on va tenter de vider notre main le plus vite possible pour éviter de perdre des morceaux de cerveau. Donc là, des règles hyper simples, des zombies qui reviennent encore et encore et encore, dont il faut tenter de se débarrasser tout en bouffant les cerveaux des adversaires. D'ici la fin de l'année, on va avoir aussi un King Domino Origins. Donc pour ceux qui suivent un peu l'actualité ludique, etc., l'an dernier, pendant le confinement, j'avais publié une mini-extension qui s'appelle La Cour, qui permet une sorte d'initiation à la gestion de ressources. Et voilà, qui était un print and play gratuit, qui va rester online, hein, pas de souci. C'est pas parce qu'on a fait ça qu'on va enlever le print and play. Mais du coup, l'idée, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut intégrer ça dans King Domino. Le truc, c'est que faire une extension pure, avec les ressources en bois, avec le matériel que ça nécessitait, c'est que l'extension en elle-même, elle aurait coûté presque aussi cher que la boîte de King Domino de base. Or, le public de King Domino, en fait, c'est un public familial qui n'est pas forcément friand d'extension et qui, de toute façon, ne va pas dépenser le même prix pour une extension que le jeu de base. Donc l'idée qu'on a eue, c'est plutôt, enfin que j'ai eu en l'occurrence, c'est plutôt de faire un standalone qui englobe tout et qui permet de le proposer à un prix. Parce que faire 2 trucs séparés, c'est payer 2 fois la boîte, payer 2 fois les inserts, etc., etc. Alors que là, quand tu mets tout à l'intérieur d'une boîte, tu sors à un prix raisonnable, avec le matériel qualitatif, les petites ressources en bois, etc. Et c'est du coup de le changer d'atmosphère. Et donc, du coup, on fait un King Domino préhistoire.
Et du coup, le fait de le faire préhistoire aussi, c'était important parce que l'extension la cour en l'état, elle est acceptable parce que c'est un print and play. Mais elle pose un problème. Elle pose un problème parce qu'on vient mettre les ressources sur les cases sur lesquelles il n'y a rien, sur lesquelles il n'y a pas de couronne. Et en fait, toute la mécanique de base de King Domino est basée sur un bien pour un mal. C'est-à-dire que tu obtiens le premier choix quand tu as pris une tuile de merde, et quand tu as pris la tuile la plus valorisante, tu auras le dernier choix au tour d'après. Avec les ressources, ça casse ça, parce que les tuiles qui ont les chiffres les plus faibles, elles gagnent 2 ressources. Et le fait de gagner 2 ressources, c'est souvent mieux que de gagner une couronne. Et donc, du coup, ça casse cette dynamique-là. Alors, sur un print and play gratuit pour jouer à la maison et tout ça, c'est pas un problème. Mais le publier en l'état, ça obligeait de refaire toute la distribution des tuiles de King Domino. Et du coup, le fait de faire un standalone dans une autre atmosphère m'a permis de recalculer toute la distribution des tuiles et d'avoir quelque chose qui est adapté à ce mode de jeu, avec quelque chose qui est vraiment cohérent en termes de distribution du 1 au 48, et d'introduire un nouveau type de terrain, adapté à la préhistoire, les volcans. Évidemment, dans un King Domino préhistoire, il n'y a pas de couronne. L'équivalent des couronnes, c'est les feux de camp. Et les volcans vont projeter de la lave qui va pouvoir créer des feux aux endroits qui vous arrangent. Et les volcans vont projeter de la lave plus ou moins loin. L'intérêt de ce King Domino Origins va être qu'on va pouvoir jouer de 3 façons différentes. Soit on veut être au plus près de King Domino parce qu'on est dans un contexte où, en fin de compte, on joue avec un public très familial, très simple, etc. Les ressources, on les laisse de côté. On joue uniquement un King Domino classique avec simplement les volcans. Puis, comme ces ressources en bois toutes mignonnes avec des petits mammouths en bois, des petits champignons en bois, des petits poissons en bois, en meeple, etc., c'est quand même tu as envie de jouer, tu peux jouer avec. Et la première façon de jouer, pour des gens qui n'ont pas envie de se prendre le chou, c'est simplement de les poser sur les cases où on doit les poser, et après c'est un pur jeu de majorité. Celui qui a la majorité en mammouth va avoir 30 points en plus, celui qui a la majorité, et cette majorité-là, on va se la piquer pendant la partie, tout ça. Ça peut suffire. Et puis pour ceux qui ont envie d'aller un peu plus loin à la gestion de ressources, le King Domino avec les ressources, et ces ressources-là sur son tour, on va pouvoir les dépenser pour recruter des personnages qu'on va mettre sur le plateau, et qui eux-mêmes vont scorer par rapport à leur environnement. Et donc là, un petit peu plus tactique, initiation à la gestion de ressources, toujours dans un contexte super familial, etc. Voilà, illustré par Cyril Bouquet. Moi, je suis super content du travail réalisé. Voilà, on verra, j'espère que les gens suivront, mais c'est ça l'idée en tout cas. Dans les gros projets qui sont aussi bien cool, en fin d'année, il devrait y avoir Nicodemus. Nicodemus, c'est un jeu à 2 joueurs dans l'univers d'Imaginarium. Donc un jeu avec Florian Siriex dans l'univers d'Imaginarium, pur 2 joueurs. Ce n'est pas une extension ou quoi que ce soit, on est dans le même univers, et voilà. Et là aussi, c'est... bon, les retours qu'on a des testeurs et qui ne sont pas forcément des amis, etc., font que, ouais, je pense que ça peut le faire. En plus, bah, voilà, on va retrouver cette atmosphère graphique aussi, qui peut plaire ou déplaire, parce que c'est, comment dire, c'est pas neutre, c'est clivant, et ça me fait très plaisir de travailler avec un éditeur qui a une direction artistique qui ressemble à une direction artistique, donc qui prend des risques, et ça, c'est très chouette. Non, puis surtout, j'ai Trek 12 Amazonie qui va sortir aussi cette année, et ça, avec Corentin, là, et là aussi, c'est un projet qui me booste, c'est pas le mot, mais qui me fait vibrer, voilà, c'est plutôt ça, parce que, en fait, Trek 12, là aussi, c'est une histoire un peu particulière, parce que au début, on a cette idée de la façon de gérer les dés, avec... on lance 2 dés, on peut faire soit la somme, soit l'addition, etc. Mais le problème, c'est qu'on va devoir gérer quelle opération on choisit, et on n'a qu'un nombre d'opérations limité pour faire des choses, etc. Après, on lui a mis cette thématique qui fonctionne vraiment bien, qui est celle de la montagne et tout ça, et finalement, c'est cohérent et tout ça. Après, on s'est dit que, ouais, super, mais pour enrichir le jeu, on va faire ces enveloppes à ouvrir en fonction des challenges et tout ça. Et en fait, très honnêtement, moi, je suis très content de ce qu'on a fait sur Trek 12 Himalaya, mais en réalité, on n'a fait qu'effleurer le concept des enveloppes et des surprises à l'intérieur des enveloppes. Et ce qui s'est passé, c'est que quand on a eu cette année de confinement en 2020, pour le fait d'abord de se rafraîchir la tête, de donner du fun, etc., on a fait plein de variations autour de ça, en découvrant qu'on pouvait utiliser ce système en le poussant bien plus loin
que ce qu'on avait imaginé au départ. Et franchement, c'est venu totalement par accident du fait du confinement, de la pandémie et tout ça. Et du coup, ça a donné d'autres envies. Et du coup, dans Trek 12 Amazonie, on a poussé le concept, vraiment. C'est-à-dire que quand on va découvrir les premières fiches de Trek 12 Amazonie, on va être à moitié en terrain connu, avec quand même des nouveautés, etc. Mais quand on va ouvrir les enveloppes, les surprises qu'il y a à l'intérieur de la boîte sont bien plus variées et bien plus surprenantes que ce qu'on a pu faire dans Trek 12 Himalaya. Et ça arrive à l'automne, je pense. Et puis sinon, je vais essayer de dormir un peu. En général, si j'ai un mot de la fin, c'est toujours en ornithorynque, donc voilà.